Aux funérailles de mon père, j'ai commencé à avoir des vertiges, alors je suis allé aux toilettes pour m'asperger le visage d'eau. C'est là que j'ai entendu ma sœur parler à mon beau-frère à l'extérieur. Ce que j'ai entendu m'a fait retourner à la cérémonie et simuler un malaise soudain. Pour sauver ma vie. Je m'appelle Kimberly Walker et j'ai 26 ans. Il y a 3 heures, j'étais aux funérailles de mon père et j'ai découvert que parfois, les personnes les plus dangereuses de votre vie sont celles qui vous appellent « famille ». J'ai entendu ma sœur et mon beau-frère discuter de mon meurtre comme s'ils planifiaient les courses de la semaine prochaine. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière, car le diable est vraiment dans les détails. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti comme le bouc émissaire de la famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai jamais été l'enfant prodige de la famille Walker. Cet honneur revenait à ma sœur aînée, Rebecca, qui, à 29 ans, avait déjà maîtrisé l'art d'être tout ce que je n'étais apparemment pas ambitieuse, impitoyable et, surtout, mariée à l'homme qu'il fallait. Voyez-vous, notre famille dirigeait Walker Real Estate, une entreprise traditionnelle de l'Illinois que mon grand-père avait fondée dans les années 1960. Rien d'extraordinaire, juste un travail honnête pour aider les familles à trouver un logement. Du moins, c'est ce que c'était autrefois. Mon père, Robert Walker, dirigeait l'entreprise d'une main de fer, mais il était juste. Tout le monde savait qu'il prenait les décisions finales et, étonnamment, cela maintenait la paix. Même lorsque mon oncle Tom et mes cousins faisaient leurs petites blagues sur le fait que j'étais trop sensible pour le monde des affaires, la présence de papa les empêchait d'aller trop loin. J'ai passé la plupart de mes 20 ans à être relégué à des rôles de plus en plus insignifiants dans l'entreprise. Des réunions avaient lieu sans moi. Des décisions importantes étaient prises, et je la prenais par les commérages de la salle de pause. Rebecca s'assurait que tout le monde sache que je n'avais pas l'étoffe d'un leader. Kimberly n'est tout simplement pas faite pour ce genre de pression, disait-elle avec cette voix de sœur inquiète qui trompait tout le monde sauf moi. Mais Rebecca ne travaillait pas seule. Son mari, Mark, s'était insinué dans le cercle restreint de papa au fil des ans. Mark était intelligent, je lui accorde ça. Il savait exactement comment se rendre indispensable. Papa le traitait comme le fils qu'il n'avait jamais eu, lui faisant confiance pour les décisions financières et la planification stratégique. Pendant ce temps, j'étais coincé à gérer les plaintes des clients et la paperasse. La dynamique fonctionnait parfaitement pour eux. Papa respectait le sens des affaires de Mark. Rebecca maintenait sa position de fille responsable, et je suis devenu la déception de la famille qui ne parvenait pas tout à fait à être à la hauteur. Ce que personne d'entre nous n'avait réalisé, c'est que le diabète de papa s'aggravait. Il avait commencé à avoir des problèmes de vision il y a environ 8 mois. Rien de dramatique au début, juste le besoin de lunettes de lecture plus fortes, plissant les yeux devant les documents, demandant aux gens de lui lire des choses à voix haute. Ça fait juste partie du vieillissement, disait-il chaque fois que quelqu'un exprimait son inquiétude. Rebecca et Mark étaient si attentifs pendant cette période. Toujours à proposer d'aider papa avec la paperasse, se portant volontaire pour s'occuper des rapports financiers, s'assurant qu'il se rende à ses rendez-vous chez le médecin. Je pensais qu'ils se comportaient comme des membres de la famille aimant. J'étais si incroyablement naïve. Les problèmes de vision se sont progressivement aggravés. Papa a commencé à avoir des moments de confusion, oubliant des conversations que nous avions eues quelques heures plus tôt. Certains jours, il semblait aussi vif que jamais, et d'autres jours, il fixait les documents d'un air absent, comme s'il ne pouvait pas les comprendre. Peut-être devrions-nous t'emmener voir un spécialiste, ai-je suggéré un après-midi en le trouvant assis dans son bureau, tenant un contrat à l'envers. Rebecca a déjà pris rendez-vous, a-t-il dit. Mark m'y emmène la semaine prochaine. Bien sûr, il s'en occupait. Il s'occupait de tout maintenant. Le mois dernier, papa voyait à peine assez bien pour conduire. Mark était devenu son chauffeur non officiel et Rebecca, son assistante principale pour toutes les questions commerciales. Ils étaient toujours ensemble, tous les trois, prenant des décisions sur l'avenir de l'entreprise pendant que je regardais de loin. J'aurais dû réaliser que quelque chose n'allait pas quand papa a commencé à signer des papiers sans les lire. Le jour de la mort de papa, j'étais à la maison en train d'organiser des dossiers clients, car c'est ce que je faisais, le travail ingrat que tout le monde était trop important pour gérer. Rebecca m'a appelé à 14h47. Je me souviens de l'heure exacte parce que je fixais mon écran d'ordinateur, me demandant comment ma vie était devenue si petite. Kimberly, tu dois venir à l'hôpital tout de suite. Sa voix tremblait,
mais il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait à l'urgence de ses mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa s'est effondré au bureau. Il s'occupe de lui, mais, elle s'est interrompue en sanglots qui semblaient en quelque sorte répéter. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital le cœur battant, grillant tous les feux rouges entre mon appartement et les urgences. Quand je suis arrivé, Rebecca et Marc étaient assis dans la salle d'attente, se tenant la main et se chuchotant des choses. Ils ont levé les yeux quand j'ai fait irruption, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose dans leurs expressions que je n'arrivais pas à identifier. Ce n'était pas du chagrin. C'était autre chose. Comment va-t-il, ai-je demandé, encore essoufflé d'avoir couru à travers le parking. Parti. Marc s'est levé et a mis son bras autour de mes épaules. Je suis vraiment désolé, Kimberly. Nous l'avons perdu il y a environ 20 minutes. Le monde a basculé. Papa n'avait que 62 ans. Oui, il avait le diabète, et oui, sa santé déclinait, mais il avait semblé bien ce matin-là. Je lui avais parlé vers 10 heures à propos d'une plainte de client, et il avait été tout à fait normal. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rebecca s'est levée et m'a serré dans ses bras, mais son étreinte semblait mécanique. Son taux de sucre a dû monter en flèche. Tu sais comment il était pour prendre ses médicaments correctement. Cela ne semblait pas juste. Papa était religieux au sujet de son horaire de médicaments. Il avait des alarmes sur son téléphone, de petits piluliers étiquetés pour chaque jour de la semaine. Il prenait son diabète plus au sérieux que quiconque que je connaissais. Mais j'étais trop choqué pour traiter les incohérences, trop dévasté pour poser les bonnes questions. Les heures suivantes se sont déroulées dans un flou de paperasse et d'arrangements funéraires. Rebecca et Marc ont tout géré avec une efficacité qui aurait dû m'impressionner. Au lieu de cela, cela m'a laissé encore plus perdu et inutile. Ne t'inquiète pas des détails, a dit Rebecca en quittant l'hôpital. Marc et moi nous occuperons de tout. Concentre-toi juste sur ton deuil. Se concentrer sur le deuil. Comme si c'était une tâche que je pouvais cocher sur une liste. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je n'arrêtais pas de rejouer la conversation avec papa de ce matin. Il avait semblé fatiguer mes alertes. Certainement pas comme quelqu'un dont le taux de sucre était dangereusement hors de contrôle. Et pourquoi personne ne m'avait-il appelé quand il s'était effondré pour la première fois? J'étais sa fille aussi. Rebecca a dit que c'était arrivé si vite, mais il devait y avoir au moins quelques minutes entre l'effondrement et la fin. J'ai essayé d'appeler le médecin qui traitait le diabète de papa, mais c'était après les heures de bureau. Je devrais attendre le matin pour poser des questions. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de papa de notre dernière conversation. Fatigué, oui, mais toujours lui. Toujours l'homme qui avait bâti une entreprise à partir de rien et élevé 2 filles du mieux qu'il pouvait. Le matin, je m'étais convaincu que je réfléchissais trop. Le deuil rend les gens méfiants des ombres. Papa était mort de complications liées au diabète, une maladie qui tue des gens tous les jours. Il n'y avait rien de mystérieux à cela. Rebecca avait déjà organisé les funérailles pour jeudi. Petite cérémonie, a-t-elle expliqué au téléphone. Juste la famille et les amis proches. Papa n'aurait pas voulu une grande production. Elle avait raison sur ce point. Papa avait toujours été modestement discret sur tout. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est qu'elle avait également programmé une réunion avec l'avocat de papa pour vendredi matin. Je ne l'ai appris que lorsque M. Henderson a appelé pour confirmer ma présence. Réunion à propos de quoi, ai-je demandé. La lecture du testament, bien sûr. Rebecca a dit que vous seriez là. Bien sûr, Rebecca était déjà au courant de la lecture du testament. Marc le savait probablement aussi. Une fois de plus, j'étais la dernière à savoir quelque chose d'important se passant dans ma propre famille. Mais j'étais sur le point de découvrir qu'être mise à l'écart de la planification familiale était le moindre de mes problèmes. Les funérailles ont eu lieu un jeudi matin début octobre. L'église épiscopale St. Matthew était le choix de papa. Il y avait assisté sporadiquement à des services pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, se présentant généralement à Pâques et à Noël comme beaucoup de gens. Je suis arrivé 30 minutes en avance, en partie par habitude et en partie parce que j'avais besoin de ce temps de calme pour me préparer émotionnellement. L'église était vide à l'exception du directeur des pompes funèbres qui faisait les derniers arrangements près de l'autel. Le cercueil de papa reposait fermé à l'avant du sanctuaire, couvert de lys blanc et d'un petit arrangement de roses jaunes.
Rebecca avait choisi le jaune parce que c'était ses préférés, bien que je ne me souvienne honnêtement pas que papa ait jamais exprimé une opinion sur les fleurs. Les gens ont commencé à arriver vers 10h30. Les associés de papa, les voisins de l'ancien quartier, quelques parents éloignés que je n'avais pas vus depuis ma remise de diplôme universitaire. La participation était respectable, mais pas écrasante. Exactement ce que papa aurait voulu. Rebecca et Marc sont arrivés ensemble, tous deux vêtus de tenues funéraires parfaitement appropriées. Rebecca portait une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant, probablement achetée spécialement pour l'occasion, et Marc portait un costume gris anthracite qui lui donnait l'air de sortir d'un magazine d'affaires. Ils se sont assis au premier rang du côté droit, et je les ai rejoints. Pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression que nous étions une famille normale en deuil, unie dans notre perte. Le service était simple et digne. Le pasteur Williams, qui connaissait papa depuis environ 15 ans, a parlé de son dévouement à la famille et à la communauté. Un collègue de l'association immobilière a partagé une histoire sur papa aidant un jeune couple à trouver sa première maison pendant une période financière difficile. J'ai réussi à me contenir pendant la majeure partie. Même quand ils ont joué Amazing Grace, qui avait été l'hymne préféré de maman avant sa mort quand j'avais 16 ans, j'ai gardé mon sang-froid. Mais quand le pasteur Williams a invité quiconque voulait partager des souvenirs à s'avancer, j'ai senti mon contrôle commencer à faiblir. Je devrais dire quelque chose. J'étais sa fille. J'avais 26 ans de souvenirs avec cet homme. Pourtant, je n'arrivais pas à me lever. Que dirais-je? Qu'il avait été distant mais gentil? Qu'il avait trop travaillé mais s'était toujours assuré que j'ai ce dont j'avais besoin? Qu'il avait été déçu par moi mais n'avait jamais été cruel à ce sujet? Rebecca a dû sentir mon hésitation car elle m'a serré la main. Ce n'est pas grave, a-t-elle murmuré. Tu n'es pas obligé. Sa prévenance aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, elle a tout empiré. J'étais tellement bouleversé que ma sœur devait me donner la permission de faire mon deuil correctement. Alors que le service se terminait et que les gens commençaient à sortir vers leur voiture pour la partie au cimetière, j'ai ressenti une vague de vertige me frapper comme un train de marchandises. L'église est soudainement devenue étouffante et surpeuplée. L'odeur des lys, qui avait été subtile auparavant, semblait maintenant écrasante. J'ai besoin d'air, ai-je marmonné à Rebecca. Les toilettes sont juste au bout de ce couloir, a-t-elle dit en montrant un couloir latéral. Prends ton temps. J'ai titubé vers les toilettes, ma vision devenant floue sur les bords. C'était exactement ce que je ne voulais pas qu'il se passe, m'effondrer en public, être la fille qui ne pouvait pas gérer les funérailles de son père. Les toilettes des dames étaient heureusement vides. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai agrippé les côtés du lavabo, essayant de retrouver mon sang-froid. Le vertige était probablement juste le stress et le deuil. Je n'avais pas beaucoup mangé ces derniers jours et je survivais au café et à l'anxiété. Respire, c'est tout, me suis-je dit. Traverse le cimetière, traverse la réception, puis tu pourras rentrer chez toi et t'effondrer en privé. Mais alors que je me préparais à quitter les toilettes, j'ai entendu des voix dans le couloir à l'extérieur. Rebecca et Marc parlaient à voix basse mais animée. Tout s'est déroulé exactement comme prévu, disait Marc. Dieu merci, l'autopsie n'a rien trouvé, a répondu Rebecca. J'étais inquiète pour le changement de médicament. Ma main s'est figée sur la poignée de la porte. Changement de médicament? Le dosage était parfait, a poursuivi Marc. Pas assez pour apparaître dans un dépistage toxicologique standard, mais plus qu'assez pour provoquer la réaction à l'insuline. J'ai senti mes genoux faiblir. Réaction à l'insuline. Papa prenait des médicaments pour contrôler sa glycémie, mais il n'avait jamais utilisé d'insuline. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point c'était facile, la voix de Rebecca portait une note d'excitation qui m'a donné la chair de poule. Le docteur Martinez n'a jamais rien remis en question quand j'ai dit que papa voulait essayer un traitement à l'insuline. La beauté de la chose, a dit Marc, c'est que tout le monde supposera simplement que son diabète l'a finalement rattrapé. Cause naturelle, pas d'enquête, pas de question. Je me suis adossé à la porte des toilettes, craignant de m'effondrer là, dans le couloir. Il l'avait tué. Ma sœur et mon beau-frère avaient assassiné mon père. Mais ensuite, Rebecca a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de Kimberly et l'entreprise est entièrement à nous. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie a soudainement basculé?
Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et racontez-moi une fois où vous avez découvert que quelqu'un n'était pas qui vous pensiez. Je suis resté derrière cette porte de salle de bain à écouter ma sœur planifier mon meurtre comme s'il s'agissait d'une excursion d'un week-end au lac. Il faut que ça ait l'air naturel, disait Marc. Le suicide serait parfait. Tout le monde sait qu'elle a des difficultés ces derniers temps. Des difficultés? Rebecca a ri doucement. Elle est en pagaille depuis des années. Toujours les motive. Toujours dépassée par la pression des affaires familiales. Les gens le croiront facilement. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir la poignée de la porte. Ce n'était pas en train de se produire. Ça ne pouvait pas se produire. Il suffit d'attendre quelques semaines, a poursuivi Marc. La laisser s'enfoncer plus profondément dans le processus de deuil. Peut-être qu'elle commence à boire un peu trop, à ne plus prendre soin d'elle. Puis, une nuit, elle prend trop de somnifères. Combien de temps penses-tu, a demandé Rebecca. 1 mois, peut-être 2. Assez longtemps pour que ça n'ait pas l'air suspect, mais assez tôt pour que nous puissions transférer l'entreprise avant que quelqu'un ne commence à poser des questions embarrassantes sur les derniers mois de papa. J'ai entendu des pas s'éloigner de ma cachette. Il se dirigeait vers la partie principale de l'église, probablement pour jouer le rôle de membre de la famille en deuil pour le reste des funérailles de papa. J'ai attendu de ne plus entendre leur voix, puis j'ai lentement ouvert la porte des toilettes. Le couloir était vide, Dieu merci, car j'ai immédiatement plié en deux et vomi dans la poubelle la plus proche. Tout prenait sens maintenant. Le déclin soudain de papa, la confusion, les problèmes de vision, ce n'étaient pas du tout des symptômes de diabète. Rebecca et Marc l'avaient lentement empoisonné à l'insuline, créant exactement le genre d'urgence médicale qui semblerait naturel à quiconque ne chercherait pas. Et maintenant, il prévoyait de me tuer aussi. Je devais sortir de là. Je devais réfléchir. Je devais trouver comment rester en vie assez longtemps pour prouver ce qu'ils avaient fait. Mais d'abord, je devais traverser le reste de ces funérailles sans m'effondrer complètement. Je suis retourné dans le sanctuaire principal sur des jambes chancelantes. L'église s'était en grande partie vidée, avec seulement quelques personnes qui s'attardaient pour offrir leurs dernières condoléances à la famille. Rebecca m'a immédiatement repéré. Te voilà. Tu as l'air terrible. Ça va? L'inquiétude dans sa voix semblait si sincère. Si je ne l'avais pas entendu planifier mon meurtre, j'aurais été touché par son souci fraternel. Je me sens un peu étourdi, ai-je dit, ce qui était assez vrai. Peut-être que je devrais sauter la partie au cimetière. Absolument pas, Marc est apparu à côté de Rebecca. Ton père mérite d'avoir ces 2 filles là quand nous le mettrons en terre. L'accent mis sur « ces 2 filles » m'a glacé le sang. Il pensait déjà à moi au passé. Je ne pense pas pouvoir le supporter, ai-je dit, laissant ma voix vaciller avec ce que j'espérais ressembler à du chagrin plutôt qu'à de la terreur. Bien sûr que tu peux, a dit Rebecca en enroulant son bras autour de mes épaules. Nous sommes une famille. Nous faisons ces choses ensemble. Famille. Le mot avait un goût de poison dans ma bouche. D'une manière ou d'une autre, j'ai traversé le service au cimetière. Je me tenais entre Rebecca et Marc pendant que le pasteur Williams disait les dernières prières, et j'ai même jeté une poignée de terre sur le cercueil quand ce fut mon tour. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ils avaient assassiné l'homme que nous enterrions et planifié déjà leur prochain meurtre. La réception avait lieu chez Rebecca, une belle maison coloniale dans l'un des plus beaux lotissements que papa l'avait aidé, elle et Marc, à acheter 3 ans plus tôt. Une autre décision commerciale pour laquelle je n'avais pas été consulté. Je me suis déplacé dans le rassemblement comme un fantôme, acceptant les condoléances et picorant les sandwichs traiteurs que Rebecca avait commandés. Chaque fois que quelqu'un mentionnait à quel point papa avait l'air paisible ou à quel point son décès avait été soudain, je voulais crier la vérité. Mais qui me croirait? Je n'avais aucune preuve, juste une conversation surprise qui pourrait être expliquée comme des hallucinations induites par le deuil. Rebecca et Marc étaient des piliers de la communauté. J'étais la fille instable qui n'avait jamais tout à fait atteint son potentiel. Vers 16 heures, la plupart des invités étaient partis. J'aidais à débarrasser les assiettes de la salle à manger quand Rebecca m'a prise à part. Kimberly, je sais que cette journée a été incroyablement difficile, mais nous devons parler de questions pratiques. Comme quoi? Les affaires de papa, l'entreprise, ton avenir au sein de la société. J'ai essayé de garder une expression neutre. Qu'en est-il de mon avenir? Eh bien, avec papa parti,
Marc et moi allons prendre entièrement la direction des opérations. Nous nous occupions déjà de la plupart de la gestion quotidienne, surtout ces derniers mois où papa n'était pas lui-même. Quand papa n'était pas lui-même parce que vous le droguiez, ai-je pensé sans le dire. Je pense qu'il serait préférable pour tout le monde que tu prennes un peu de temps loin du bureau, a poursuivi Rebecca. Fais ton deuil. Découvre ce que tu veux vraiment faire de ta vie. C'est peut-être une opportunité pour toi de trouver quelque chose qui te passionne davantage. Elle me mettait doucement à la porte de l'entreprise, en faisant comme si elle me rendait service. De combien de temps parlons-nous, ai-je demandé. Oh, indéfiniment, a dit Marc en apparaissant avec des tasses de café à laver. Rebecca et moi en avons longuement discuté et nous pensons vraiment que Walker Real Estate a besoin d'une nouvelle direction. Un marketing plus agressif, une présence numérique élargie, ce genre de choses. Cela nécessite un ensemble de compétences particuliers. Un ensemble de compétences que je ne possédais apparemment pas, je comprends, ai-je dit, car que pouvais-je dire d'autre? Les combattre sur ce point ne ferait qu'accélérer leur calendrier pour se débarrasser de moi définitivement. Je suis si contente que tu sois raisonnable à ce sujet, a dit Rebecca en me serrant fort dans ses bras. J'avais peur que tu ne rendes les choses difficiles. Si seulement elle savait à quel point les choses allaient devenir difficiles. J'ai quitté la maison de Rebecca vers 18 h, promettant de l'appeler dans quelques jours pour discuter des détails de la transition. En rentrant chez moi en voiture, j'ai commencé à formuler un plan. Premièrement, je devais rester en vie. Cela signifiait agir comme la fille brisée et en deuil qu'ils s'attendaient que je sois, tout en rassemblant secrètement des preuves de ce qu'ils avaient fait. Deuxièmement, j'avais besoin de preuves. Des conversations surprises ne suffiraient pas à convaincre un jury, mais elles m'avaient donné une feuille de route sur ce qu'il fallait chercher. Troisièmement, j'avais besoin d'alliés. Des alliés professionnels qui pourraient m'aider à monter un dossier sans alerter Rebecca et Marc. Le temps que j'arrive à mon appartement, j'avais décidé de ma première démarche. J'allais engager un détective privé. Cette nuit-là, je suis restée assise dans mon salon avec une bouteille de vin que je n'avais aucune intention de boire et un carnet où j'ai noté tout ce dont je me souvenais de la conversation que j'avais surprise. Changement de médicament, réaction à l'insuline, Dr Martinez. L'autopsie n'a rien trouvé. Cause naturelle. Les pièces commençaient à former une image, et c'était pire que ce que j'avais pensé au départ. Il n'avait pas seulement tué papa sur une impulsion. C'était un meurtre planifié et méthodique, mené sur des mois. J'ai repensé à tous ces rendez-vous chez le médecin où Marc avait conduit papa, à toutes les fois où Rebecca l'avait aidé à organiser ses médicaments. Ils avaient lentement remplacé ces véritables prescriptions par de l'insuline, créant exactement le type de crise médicale qui ressemblerait à des complications naturelles du diabète. Le génie de la chose, c'était le timing. Les problèmes de vision et la confusion de papa auraient masqué les symptômes des injections d'insuline jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le temps qu'il s'effondre au bureau, son système était si compromis que les traitements d'urgence n'auraient pas été efficaces. Mais j'avais encore besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail, non pas que j'ai techniquement encore un emploi puisque Rebecca et Marc restructuraient, et j'ai commencé à chercher des détectives privés dans la région de Chicago. J'avais besoin de quelqu'un ayant de l'expérience dans les affaires criminelles, quelqu'un qui comprenait la fraude médicale et les conflits familiaux. Après avoir passé 3 heures à lire des avis en ligne et à vérifier des références, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. James Malloy avait été détective de la police de Chicago pendant 15 ans avant de créer sa propre agence d'enquête. Son site web montrait une expérience en matière de fraude à l'assurance, de fraude professionnelle médicale et de ce qu'il appelait délicatement des affaires criminelles domestiques. J'ai appelé son bureau à 10 h et j'ai expliqué que je devais discuter d'un cas potentiel de mort injustifiée impliquant des membres de ma famille. Son assistante m'a donné un rendez-vous pour l'après-midi même. Le bureau de Malloy se trouvait dans un entrepôt reconverti dans un quartier en voie de gentrification du sud de la ville. Rien d'extraordinaire, mais propre et professionnel. L'homme lui-même avait probablement la cinquantaine, les cheveux grisonnants et le genre de regard stable et observateur qui me donnait l'impression qu'il cataloguait des détails sur moi avant même que je ne m'assoie. « Madame Walker, dites-moi ce qui vous amène. » J'avais répété cette conversation, mais dire les mots à voix haute était plus difficile que je ne l'avais prévu. Je crois que mon père a été assassiné par ma sœur et mon beau-frère, et je pense qu'il prévoit de me tuer ensuite. La plupart des gens auraient réagi avec surprise ou scepticisme. Malloy a juste pris un stylo et a ouvert un carnet neuf. Pourquoi ne commencez-vous pas par le début?
Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté. Le déclin de papa, les symptômes médicaux étranges, la conversation aux funérailles, l'urgence soudaine de Rebecca et Marc de me sortir de l'entreprise. Malouat a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes, mais sans jamais avoir l'air dubitatif ou dédaigneux. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Vous comprenez que ce que vous avez entendu, bien que troublant, n'est pas une preuve en soi. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Quel est notre calendrier, d'après ce que vous avez entendu? Combien de temps pensez-vous avoir avant qu'il ne passe à l'acte? J'y ai pensé constamment. Ils ont dit 1 mois ou 2. Assez longtemps pour que ma mort n'ait pas l'air liée à celle de papa, mais assez tôt pour prendre le contrôle de l'entreprise avant que quiconque ne commence à poser des questions. Cela nous donne un peu de temps, mais pas beaucoup. Malouat a consulté son calendrier. Je peux commencer immédiatement, mais j'aurai besoin que vous fassiez exactement ce que je vous dis, quand je vous le dis. Pouvez-vous gérer ça? Oui. Première chose, vous devez agir de manière complètement normale. En deuil, en difficulté avec le stress au travail, peut-être en buvant un peu trop. Donnez-leur exactement le comportement qu'ils s'attendent à voir. Cette partie ne nécessiterait pas beaucoup de comédie. Deuxièmement, j'ai besoin d'accéder à tous les dossiers médicaux, documents financiers ou papiers d'affaires liés aux soins de votre père au cours de la dernière année. Pouvez-vous les obtenir? J'y ai réfléchi. Certains, oui. Rebecca et Marc s'occupaient de la plupart des aspects commerciaux, mais j'ai toujours accès au dossier personnel de papa. Bien. Aussi, connaissez-vous le nom du cabinet médical qu'ils ont mentionné? Dr Martinez. Je peux le trouver. Papa fréquentait le même cabinet de médecine familiale depuis des années, mais s'ils obtenaient de l'insuline d'ailleurs, ce serait un rendez-vous séparé. Malouat a hoché la tête. Nous devrons être très prudents dans notre approche. S'ils réalisent que vous enquêtez, cela pourrait accélérer leur calendrier. Le poids de cette réalité s'est abattu sur moi. Je marchais sur une corde raide entre la collecte de preuves et le maintien en vie. Combien cela va-t-il coûter, ai-je demandé, car je devais savoir si je pouvais me permettre de sauver ma propre vie. Mon tarif standard est de $75 de l'heure plus les frais. Compte tenu de l'urgence et de la complexité de cette affaire, j'estime que nous aurons besoin de 60 à 80 heures de travail au cours du mois prochain. $6 000. J'avais environ $8 000 sur mon compte courant et $4 000 supplémentaires en épargne. Cela anéantirait la plupart de mon coussin financier, mais c'était mieux que d'être anéanti définitivement. J'accepte l'affaire, a dit Malouat. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si nous trouvons des preuves que votre père a été assassiné, cela devient une affaire criminelle. Nous devrons impliquer les forces de l'ordre, et il n'y a aucune garantie sur la façon dont cela se déroulera. Je comprends. Et si nous avons raison sur leur plan pour vous, il y aura un moment où nous devrons vous mettre en lieu sûr pendant la conclusion de l'enquête. Je n'avais pas pensé à cette partie. Où va-t-on quand sa propre famille essaie de vous tuer? Nous franchirons ce pont quand nous y arriverons, a dit Malouat en lisant mon expression. Pour l'instant, concentrons-nous sur la collecte de preuves. Pouvez-vous revenir demain matin? Je veux examiner en détail les antécédents médicaux de votre père et commencer à élaborer notre stratégie d'enquête. En quittant son bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. L'espoir. Pour la première fois depuis la mort de papa, je n'étais pas complètement seul dans cette affaire. Mais je sentais aussi le poids de ce que j'étais sur le point d'entreprendre. J'allais entrer en guerre avec ma propre famille, et les enjeux ne pouvaient être plus élevés. Rebecca a appelé ce soir-là pour prendre de mes nouvelles. Sa voix était pleine d'inquiétude fraternelle. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé. « Je sais que la journée d'hier a été écrasante. »« Je me débrouille, » ai-je dit, laissant la fatigue colorer ma voix. « Ça ne semble toujours pas réel. » C'est tout à fait normal. Le deuil est un processus, et chacun le traverse différemment. Si seulement elle savait à quel point je traitais réellement. Je pensais, a poursuivi Rebecca, peut-être que tu devrais prendre de petites vacances, t'éloigner de tout pendant un moment. Marc et moi pourrions nous occuper des derniers détails commerciaux et tu pourrais te concentrer sur toi. Et voilà, la douce poussée vers l'isolement. Exactement ce que Malouat avait prédit. Peut-être, ai-je dit. Je suis trop fatigué pour y penser en ce moment. Bien sûr. Sache juste que nous sommes là pour toi. Quoi que tu aies besoin.
Ce dont j'ai besoin, ai-je pensé après avoir raccroché, c'est que tu avoues le meurtre et que tu m'épargnes la peine de le prouver. Mais j'avais le sentiment que ça allait être bien plus compliqué que ça. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Malois dans un café à 3 pâtés de maison de son bureau, au lieu d'aller directement à son immeuble. Il avait suggéré ce changement de lieu par précaution. Ne présumez jamais que vous n'êtes pas surveillé, avait-il dit. J'ai apporté un dossier contenant tout ce que j'avais pu rassembler du bureau de papa, des cartes de rendez-vous médicaux, des relevés d'assurance, des reçus d'ordonnance et des correspondances professionnelles de l'année écoulée. C'est parfait, a dit Malois en feuilletant les papiers. Regardez ça. Il a sorti un reçu d'ordonnance daté de 6 semaines avant la mort de papa. Au lieu du médecin de famille habituel de papa, le docteur Peterson, celui-ci provenait du docteur Elena Martinez des Chicago Endocrine Associates. C'est le nom de la conversation, ai-je dit. Exactement. Et regardez ce qui a été prescrit. Je me suis penché pour lire le reçu. Insuline glargine, flacon de 10 ml, quantité 3. Papa n'a jamais utilisé d'insuline, ai-je dit. Son diabète était contrôlé par des médicaments oraux. D'après ceci, on lui a prescrit assez d'insuline pour près de 2 mois. Pour quelqu'un qui n'en a jamais utilisé auparavant et qui n'a pas la formation appropriée sur le dosage. La voix de Malois s'est éteinte. Ils auraient pu facilement lui en donner trop, ou lui en donner à son insu. L'insuline est transparente et peut être injectée dans la nourriture ou les boissons en petite quantité au fil du temps. Je me suis senti malade en y pensant. Tous ces dîners de famille chez Rebecca, toutes les fois où Marc avait apporté du café à papa au bureau, il l'avait lentement empoisonné, et tout le monde avait attribué son déclin de santé à la progression de son diabète. Nous devons parler au docteur Martinez, ai-je dit. Nous le ferons, mais avec précaution. Si elle était complice, l'approcher directement pourrait avertir Rebecca et Marc que quelqu'un enquête. Malois a sorti son téléphone et a pris une note. J'ai un contact à la police de Chicago qui me doit une faveur. Il pourrait peut-être faire une vérification informelle sur le cabinet du docteur Martinez. Voir s'il y a eu des plaintes ou des schémas de prescription inhabituels. Qu'est-ce que je fais en attendant? Continuez à jouer votre rôle. Fille en deuil, en difficulté avec la perte, ayant peut-être du mal à fonctionner. Mais j'ai aussi besoin que vous fassiez quelque chose qui va être difficile. J'ai attendu. J'ai besoin que vous vous rapprochiez de Rebecca et Marc. Passez du temps avec eux. Laissez-les penser que vous devenez plus dépendante de leur soutien. Les gens font des erreurs quand ils se sentent en sécurité. Et en ce moment, ils pensent s'en être tirés avec un meurtre. L'idée de passer du temps avec les assassins de papa me retournait l'estomac, mais je comprenais la logique. Ils ont mentionné quelque chose sur le transfert des actifs de l'entreprise, ai-je dit. Peut-être que je devrais en parler à Rebecca. Agir comme si j'étais inquiète pour mon avenir financier. C'est parfait. Montrez-leur que vous êtes vulnérable et préoccupé par l'argent. Cela renforcera leur conviction que vous n'êtes pas une menace. Nous avons passé une autre heure à examiner les papiers de papa, à établir une chronologie de ses rendez-vous médicaux et des changements de prescription. Le schéma était clair une fois que l'on savait quoi chercher, une introduction progressive d'un traitement à l'insuline qui coïncidait parfaitement avec son déclin cognitif et ses problèmes de vision. Voici ce qui va se passer ensuite, a dit Malois alors que nous nous préparions à partir. Je vais commencer des vérifications d'antécédents sur Rebecca et Marc, examiner leur situation financière et voir s'il y avait des pressions qui auraient pu les motiver. Je vais aussi demander à un collègue d'approcher le cabinet du docteur Martinez en tant que patient potentiel, pour voir ce que nous pouvons apprendre sur son fonctionnement. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques jours? Peut-être une semaine? Pendant que je fais ça, vous devez documenter tout ce que Rebecca et Marc vous disent. Procurez-vous un petit enregistreur numérique si vous le pouvez, mais soyez très prudente sur le moment et la manière de l'utiliser. Après avoir quitté le café, je suis allé chez papa pour continuer à fouiller dans ses papiers personnels. Rebecca m'avait donné une clé et m'avait dit de prendre tout ce que je voulais pour des raisons sentimentales, ce qui était à la fois généreux et pratique pour mon enquête. Le bureau de papa était exactement comme il l'avait laissé. Propre, organisé et rempli de la documentation soignée d'un homme qui avait bâti son entreprise grâce à son souci du détail. Mais en parcourant ces dossiers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans un dossier intitulé Médical 2023, il y avait une note manuscrite de papa, datée de 3 mois avant sa mort.
Je me sens confus après les réunions de midi avec R&M, je n'arrive pas à me concentrer sur la paperasse après. Je dois demander au docteur Peterson d'ajuster mes médicaments. Il le droguait depuis des mois, probablement en mettant de l'insuline dans son café ou son déjeuner pendant leur réunion d'affaires. Papa avait remarqué que quelque chose n'allait pas, mais l'avait attribué à sa condition médicale existante. J'ai trouvé 2 autres notes similaires documentant des épisodes de confusion et de désorientation qui coïncidaient avec des moments où je savais qu'il avait été seul avec Rebecca et Mark. C'était une preuve, une vraie preuve qui pouvait étayer notre théorie. J'étais en train de photographier les notes avec mon téléphone quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dans l'allée. Par la fenêtre avant, je pouvais voir la BMW argentée de Rebecca garée derrière ma voiture. La panique m'a envahi. Je n'étais pas censé être là aujourd'hui, et je n'étais certainement pas censé fouiller dans des dossiers médicaux. J'ai rapidement tout remis à sa place et j'ai attrapé une photo de papa et moi sur son bureau, quelque chose qui ressemblerait à un comportement sentimental normal. Rebecca est entrée par la porte d'entrée juste au moment où je sortais du bureau. Kimberly, je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de venir chercher quelques affaires, ai-je dit en montrant la photo. J'espère que ça ne dérange pas, bien sûr que non. C'est difficile pour nous tous. Elle a regardé autour de la maison avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. As-tu pris autre chose? Juste ça. Tout le reste semble trop. J'ai laissé ma voix se briser un peu. C'est trop difficile pour le moment. L'expression de Rebecca s'est adoucie. Je comprends. En fait, je suis contente que tu sois là. Mark et moi avons parlé et nous voulons t'aider à traverser cette période difficile. Et voilà, ai-je pensé. Nous savons que la mort de papa t'a laissé dans une position financière précaire, a-t-elle poursuivi. Pas de travail, pas de perspectives immédiates. Nous aimerions t'offrir quelque chose. J'ai attendu. Un règlement. Pas du testament, qui ne sera lu que la semaine prochaine, mais des comptes de l'entreprise. Assez pour te remettre sur pied. Peut-être t'aider à prendre un nouveau départ ailleurs. Ailleurs. Loin de l'Illinois. Loin de quiconque pourrait remarquer si quelque chose m'arrivait. De combien parlons-nous, ai-je demandé. 200 000 $ en espèces. Tu pourrais prendre du temps, voyager, découvrir ce que tu veux vraiment faire de ta vie. 200 000 $, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu en une seule fois. C'était aussi bien loin de ce que ma part de l'entreprise de papa devait valoir. Il m'achetait à bas prix et m'envoyait là où il pourrait organiser mon accident plus facilement. C'est très généreux, ai-je dit. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Mais nous aurions besoin d'une réponse bientôt. La transition de l'entreprise doit se faire rapidement, et régler cela rendrait tout plus facile. En rentrant chez moi en voiture, j'ai réalisé que Rebecca et Mark agissaient plus vite que ma loi ne l'avait prédit. L'offre d'argent n'était que la première étape pour me faire quitter la ville et me mettre dans une position où ils pourraient finir ce qu'ils avaient commencé. J'avais peut-être 2 semaines pour prouver qu'ils avaient assassiné papa avant qu'ils ne m'assassinent moi aussi. Le temps pressait, et je manquais de temps pour rester en vie. Avez-vous déjà été dans une situation où vous saviez que quelqu'un vous mentait, mais deviez faire semblant de le croire? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez que Kimberly devrait faire ensuite. 2 jours après l'offre généreuse de Rebecca d'acheter mon silence, ma loi a appelé avec une nouvelle qui a fait trembler mes mains. Le docteur Martinez est morte, a-t-il dit sans préambule. Accident de voiture hier soir, sortie de route en rentrant du bureau. Ma tasse de café a heurté le comptoir de la cuisine plus fort que je ne l'avais prévu. Ce n'est pas une coïncidence. Non, ce n'est pas le cas. Mon contact à la police de Chicago a dit que la scène avait l'air mise en scène. Des traces de freinage fraîches qui ne correspondent pas à l'histoire, et sa voiture a traversé une glissière de sécurité qui aurait dû l'arrêter. Rebecca et Mark éliminaient les témoins gênants. Le docteur Martinez devait en savoir trop sur les ordonnances d'insuline et maintenant elle était réduite au silence pour de bon. Ça change tout, ai-je dit. Ils n'attendent plus, ce qui signifie que nous non plus. J'ai besoin que vous me rencontriez ce soir, mais pas à mon bureau. Il y a un dîner appelé Murphy S sur la route 34, à environ 20 minutes au sud de votre appartement. Pouvez-vous y être à 20 h? Je le pouvais, mais j'avais d'abord autre chose à faire. Quelque chose de dangereux mais de nécessaire. À 18 h,
j'ai appelé Rebecca et lui ai demandé si je pouvais passer pour discuter de son offre. Elle semblait ravie, pensant probablement que j'étais prête à prendre l'argent et à disparaître. Leur maison était un témoignage de succès. Plan de travail en marbre, parquet, et des meubles qui coûtaient plus que ce que je gagnais en 6 mois. Marc a ouvert la porte en portant un pantalon kaki et un polo. L'image de la prospérité suburbaine. Kimberly entre. Rebecca est en train de finir le dîner. La scène domestique semblait surréaliste. Il jouait à la petite maison après avoir commis un meurtre et en planifié un autre. J'ai réfléchi à votre offre, ai-je dit en nous installant dans le salon. C'est très généreux. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, a dit Rebecca en sortant de la cuisine avec 3 verres de vin. Après tout ce que tu as traversé. J'ai accepté le vin mais je ne l'ai pas bu. Qui sait ce qu'ils auraient pu y ajouter? J'ai quelques questions sur les intérêts commerciaux de papa, ai-je poursuivi. Je veux m'assurer de comprendre ce à quoi je renonce. Marc s'est penché en avant. Quel genre de questions? Eh bien, il y a eu des dépenses médicales dans les derniers mois qui semblaient inhabituelles. Le cabinet du docteur Martinez, des ordonnances non couvertes par l'assurance. J'ai observé attentivement leur visage. L'expression de Rebecca n'a pas changé, mais la mâchoire de Marc s'est contractée presque imperceptiblement. La santé de papa était compliquée vers la fin, a dit Rebecca d'une voix douce. Nous voulions nous assurer qu'il ait les meilleurs soins possibles. Bien sûr. Je me demandais juste pourquoi il avait besoin d'insuline alors que le docteur Peterson avait toujours géré son diabète avec des médicaments oraux. Le silence s'est étiré pendant exactement 3 secondes de trop. Parfois, les protocoles de traitement changent, a finalement dit Marc. Le docteur Peterson l'a référé à un spécialiste pour un deuxième avis. C'était intéressant. Il s'en tenait à une histoire de soins médicaux légitimes, ce qui signifiait qu'ils avaient soigneusement réfléchi à leur couverture. Je suis sûr que vous avez raison, ai-je dit, laissant le soulagement colorer ma voix. J'avais peur qu'il y ait quelque chose que je ne comprenais pas sur sa condition. Rebecca s'est visiblement détendue. Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Marc et moi nous sommes occupés de tous les détails médicaux pour que tu puisses te concentrer sur le soutien émotionnel de papa. Vous avez été si bon pour lui, ai-je dit, et je le pensais de la pire des manières. Nous avons passé 20 minutes de plus à discuter du règlement financier. Il voulait que je signe des papiers transférant ma participation dans l'entreprise en échange de 250 000 $ et d'une promesse de déménager dans un autre état dans les 6 mois. Pourquoi cette exigence de déménagement, ai-je demandé. Il serait peut-être plus facile pour toi de prendre un nouveau départ ailleurs, a expliqué Marc. L'Illinois a trop de souvenirs, trop de témoins potentiels, voulait-il dire. Je leur ai dit que j'avais besoin de quelques jours de plus pour réfléchir, et Rebecca m'a raccompagné à la porte avec une sollicitude fraternelle. Je sais que c'est écrasant, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Mais fais-nous confiance, nous avons tes meilleurs intérêts à cœur. Si seulement elle savait à quel point je pouvais voir clairement quels étaient leurs intérêts réels. Le Murphy's dîner était exactement le genre d'endroit que Malois choisirait pour une réunion clandestine. Faiblement éclairé, presque vide, et servi par des serveurs qui se mêlaient de leurs propres affaires. Je l'ai trouvé dans une banquette au fond, sirotant un café et ayant l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. La mort du docteur Martinez a confirmé ce que nous soupçonnions, a-t-il dit en m'asseyant. Ça avance plus vite que prévu. Ils veulent que je signe des papiers, ai-je dit. Accord de règlement, exigence de déménagement, tout le tralala. Ne signez rien. Pas encore. Il a sorti une enveloppe en manille de son côté. J'ai quelque chose qui change tout. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photocopies de dossiers médicaux, de demandes d'assurance et de ce qui ressemblait à des relevés bancaires. Comment les avez-vous obtenus? La directrice du cabinet du docteur Martinez. Il s'avère qu'elle gardait des doubles des ordonnances douteuses parce que quelque chose lui semblait louche. J'ai parcouru les documents. Le docteur Martinez avait prescrit de l'insuline à mon père sur la base d'une référence qui n'existait pas et de dossiers médicaux falsifiés. Regardez ça. Malois a montré un relevé bancaire. 3 paiements de 5 000 $ sur le compte personnel du docteur Martinez, tous provenant d'une SARL enregistrée au nom de Mark Thompson. Mark avait payé le médecin pour prescrire des médicaments qui tueraient mon père. C'est suffisant pour des poursuites pénales, ai-je dit. C'est suffisant pour ouvrir une enquête, mais nous devons encore vous garder en vie assez longtemps pour que le système judiciaire fonctionne.
Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous et dites-moi si vous avez déjà dû choisir entre affronter votre famille ou vous protéger. Le lendemain matin, une nouvelle m'a glacé le sang. Rebecca a appelé à 7 heures. Sa voix tremblait de ce qui semblait être une panique sincère. Kimberly, quelque chose de terrible est arrivé. Quelqu'un est entré par effraction chez papa la nuit dernière. Je me suis assise dans mon lit, instantanément alerte. Comment ça, entrer par effraction? La police m'a appelé il y a 1 heure. Les voisins ont entendu des bris de verre vers minuit. Quand les officiers sont arrivés, le bureau de papa avait été saccagé. Des papiers partout, les classeurs vidés. Mon cœur battait la chamade. Avait-il trouvé les notes de papa sur sa confusion après les réunions? Les dossiers médicaux que j'avais photographiés? Ont-ils pris quelque chose de valeur, ai-je demandé. C'est ça qui est étrange. La télé était toujours là. La boîte à bijoux de maman était intacte. Celui qui a fait ça ne s'intéressait qu'aux papiers et aux documents. Rebecca pêchait, essayant de savoir si je savais quelque chose sur ce que les cambrioleurs auraient pu chercher. Peut-être que quelqu'un pensait que papa gardait de l'argent liquide au bureau, ai-je suggéré. Peut-être. Mais Kimberly, je crains que cela ne soit lié à des concurrents commerciaux ou à des clients mécontents. Peut-être que ce n'est pas sûr pour toi d'être impliqué dans l'entreprise en ce moment. Et voilà. La douce poussée vers l'acceptation de leur règlement et la disparition. Tu penses que quelqu'un me viserait? Je ne veux pas le savoir. Marc et moi pensons que tu devrais sérieusement considérer notre offre. Quitte l'Illinois. Prends un nouveau départ dans un endroit sûr. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Malois. Quand j'ai expliqué le cambriolage, il est resté silencieux un long moment. Il cherche des preuves, a-t-il finalement dit. Quelque chose les a effrayés et maintenant ils essaient de nettoyer tout ce qui pourrait les relier à la mort de votre père. Est-ce que ça veut dire qu'ils savent que j'enquête? Pas nécessairement. Ça pourrait juste être de la paranoïa générale. Mais nous devons supposer le pire et agir en conséquence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir, ni aucune nuit dans un avenir prévisible. La réalité m'a frappé comme un train de marchandises. J'étais maintenant sans abri, une réfugiée de ma propre famille. Malois a pris des dispositions pour que je séjourne dans un hôtel de long séjour sous un nom d'emprunt, Sarah Mitchell, selon la fausse pièce d'identité qu'il m'a fournie. Apparemment, les détectives privés avaient plus de ressources que je ne l'avais imaginé. Combien de temps devrais-je vivre comme ça? Ai-je demandé alors que nous étions assis dans le hall de l'hôtel ce soir-là. Jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de preuves pour arrêter Rebecca et Marc, ou jusqu'à ce que nous puissions vous mettre sous protection des témoins. Protection des témoins. L'expression ressemblait à quelque chose d'une série policière, pas à ma vie réelle. Si cela va au procès, vous serez le principal témoin de l'accusation. Votre témoignage sur la conversation que vous avez entendue, combiné aux preuves médicales et aux dossiers financiers, devrait être suffisant pour les condamner. Devrait. Il n'y a aucune garantie, Kimberly. Mais nous construisons un dossier solide. Cette nuit-là, seul dans une chambre d'hôtel stérile, j'ai réalisé à quel point ma vie avait été complètement bouleversée. Il y a 1 semaine, j'étais une agente immobilière en difficulté avec une famille compliquée. Maintenant, je me cachais de ma sœur et de mon beau-frère pendant que des enquêteurs montaient un dossier de meurtre. Le lendemain, Malois a appelé avec une mise à jour qui a rendu tout plus urgent. La police de Chicago ouvre officiellement une enquête sur la mort du docteur Martinez. Ils ont trouvé des preuves que ses conduites de frein avaient été coupées. Donc, c'était bien un meurtre. Certainement. Ce qui signifie que Rebecca et Marc sont désespérés. Les gens désespérés font des erreurs, mais ils deviennent aussi plus dangereux. Quel genre d'erreur? J'espère qu'ils essaieront de contacter la directrice du cabinet du docteur Martinez, la femme qui nous a donné les documents. S'ils le font, nous les aurons pour tentative d'intimidation de témoins. Et s'ils ne font pas d'erreur? Malois est resté silencieux un moment. Alors nous devrons leur forcer la main. Je n'aimais pas le son de ça, mais je manquais d'options. L'hôtel était sûr, mais temporaire, et je ne pouvais pas me cacher éternellement. Cet après-midi-là, Rebecca a de nouveau appelé. Cette fois, son ton était différent. Moins sœur inquiète, plus négociatrice d'affaires. Kimberly, nous devons finaliser cet accord de règlement. L'avocat de Marc a préparé toute la paperasse.
Je t'ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour y réfléchir. Eh bien, le temps est écoulé. Il y a des obligations commerciales qui nécessitent une attention immédiate et nous ne pouvons pas avancer tant que ta participation n'est pas résolue. La pression augmentait. Quel que soit le calendrier qu'ils avaient initialement prévu, il était accéléré. Et si je ne veux pas vendre ma part de l'entreprise? Le silence à l'autre bout de la ligne a duré juste assez longtemps pour être menaçant. Ce serait regrettable, a finalement dit Rebecca. Papa a bâti cette entreprise pour la famille, et les membres de la famille qui ne peuvent pas contribuer devraient se retirer gracieusement. Et si je ne me retire pas gracieusement? Alors nous devrons explorer d'autres options. D'autres options? Comme le genre d'accident de voiture qui avait tué le docteur Martinez. J'ai besoin d'une semaine de plus, ai-je dit. Tu as 3 jours, Kimberly. Après ça, nous devrons prendre des décisions difficiles sur l'avenir de cette famille. Après qu'elle ait raccroché, j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. 3 jours. Dans 72 heures, Rebecca et Mark cesseraient de faire semblant de se soucier de mon bien-être et commenceraient activement à essayer de me tuer. J'ai appelé Malois et lui ai parlé de l'échéance. 3 jours, a-t-il dit. Ce n'est pas beaucoup de temps. Est-ce suffisant? Il faudra que ça le soit. Demain matin, nous allons tendre un piège à votre famille aimante. Êtes-vous prête à découvrir jusqu'où ils sont prêts à aller? J'ai pensé à mon père, lentement empoisonné par les personnes en qui il avait le plus confiance. J'ai pensé au docteur Martinez, assassiné pour couvrir leurs crimes. J'ai pensé au choix entre tout risquer pour chercher la justice ou passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule. Je suis prête, ai-je dit. Il était temps d'arrêter de fuir et de commencer à se battre. Le piège de Malois était élégant dans sa simplicité. J'appellerai Rebecca et lui dirai que j'avais trouvé quelque chose dans les papiers de papa qui prouvait qu'elle et Mark avaient volé l'entreprise. Je prétendrai avoir des documents qui pourraient les envoyer en prison pour détournement de fonds. Mais le détournement de fonds n'est pas ce dont ils sont coupables, ai-je dit alors que nous nous préparions pour l'appel. Non, mais ils ne savent pas ce que vous avez réellement trouvé. Ils supposeront que vous avez découvert des irrégularités financières et manqué les preuves médicales. Les gens ont tendance à avouer des crimes moins graves pour éviter les plus grands. Le plan était d'organiser une réunion où je remettrais soi-disant les documents en échange d'un règlement plus important. Malois enregistrerait tout depuis une camionnette de surveillance et la police de Chicago serait prête à intervenir. Et s'ils essaient juste de me tuer pendant la réunion? Ils ne le feront pas. Trop public, trop risqué. Ils voudront d'abord voir quelles preuves vous avez, puis ils essaieront de vous éliminer, vous et les documents, par la suite. J'ai passé l'appel depuis le bureau de Malois, mes mains tremblant en composant le numéro de Rebecca. J'ai trouvé quelque chose dans les dossiers de papa, ai-je dit sans préambule quand elle a répondu. Quel genre de choses? Des relevés bancaires, des chèques annulés, des registres financiers très intéressants. Il semble que quelqu'un détourne de l'argent de l'entreprise depuis des mois. Je pouvais entendre Rebecca respirer à l'autre bout du fil. Kimberly, qu'insinues-tu exactement? Je n'insinue rien. J'énonce des faits. 50 000 $ de retrait non autorisé. Tout signé par toi ou par Mark. Tu ne comprends pas ce que tu regardes. Ces transactions étaient des dépenses commerciales légitimes. Vraiment? Parce que les lignes de mémo disent des choses comme paiement de véhicules personnels et frais de rénovation de la maison. Une autre longue pause. Quand Rebecca a de nouveau parlé, sa voix était soigneusement contrôlée. Où es-tu? Nous devons en discuter en personne. Je ne pense pas. Je pense que je dois apporter ces documents à un avocat. Attends, ne fais rien de précipité. S'il y a des irrégularités financières, nous pouvons résoudre ça en famille. Comment? Rencontre-nous ce soir. Apporte tout ce que tu as trouvé et nous expliquerons tout. Je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. J'ai regardé Malois qui a hoché la tête. Où, ai-je demandé? Au bureau. 19 heures. Juste nous 3. Pas d'avocat. Pas de drame. D'accord. Mais Rebecca, si ce n'est pas ce que ça semble être, tu as intérêt à avoir une très bonne explication. Nous l'aurons. Et Kimberly, ne parle de ça à personne d'autre avant qu'on en ait parlé. S'il te plaît. Après avoir raccroché, Malois a vérifié une dernière fois son équipement d'enregistrement. Beau travail. Tu avais l'air sincèrement en colère et confuse.
Je suis sincèrement en colère, mais pas à propos de détournement de fonds. Ce soir-là, je me suis rendu chez Walker Real Estate, ayant l'impression de me diriger vers ma propre exécution. L'immeuble de bureau semblait différent dans la lumière déclinante, moins comme l'entreprise familiale où j'avais grandi, et plus comme le lieu d'une confrontation imminente. La camionnette de Malois était garée de l'autre côté de la rue, déguisée en service de réparation de chauffage. Je portais un minuscule microphone scotché sous ma chemise et une mallette remplie de faux documents financiers que Malois avait préparés. Rebecca et Marc attendaient dans la salle de conférence. Rebecca avait l'air nerveuse, mais Marc semblait étrangement calme pour quelqu'un sur le point d'être accusé de détournement de fonds. Quand il a parlé, sa voix avait ce tranchant que j'avais remarqué plus souvent ces derniers temps. Même Rebecca semblait se tendre quand il utilisait ce ton. « Montre-nous ce que tu as trouvé », a-t-il dit sans prendre la peine de faire des politesses. J'ai ouvert la mallette et j'ai étalé les faux documents sur la table de conférence, des relevés bancaires avec des entrées surlignées, des chèques annulés, des résumés financiers qui peignaient un tableau de vol systématique. Marc a étudié les papiers pendant environ 30 secondes avant de commencer à rire. « C'est ça qui t'énerve tant », a-t-il dit. « Des registres financiers d'une entreprise que tu ne comprends même pas, je reconnais le vol quand je le vois. » « Tu ne comprends rien », a claqué Rebecca, son masque tombant enfin. « Tu n'as jamais compris cette entreprise. Jamais compris ce qu'il faut pour diriger une vraie société. Je comprends 50 000 $ de retrait non autorisé. » Marc s'est penché en arrière dans son fauteuil, souriant toujours. « Kimberly, cela n'était pas non autorisé. Ton père a approuvé chaque transaction. Papa n'aurait jamais approuvé que des dépenses personnelles soient payées par les comptes de l'entreprise. Ton père a approuvé beaucoup de choses dans ces derniers mois, a dit Rebecca. Son jugement n'était pas exactement fiable. Et voilà, un aveu qu'ils avaient profité de l'état mental compromis de papa. Son jugement allait bien, ai-je dit. Ah oui? Marc a sorti son téléphone et m'a montré une série de SMS. Ce sont des messages de ton père autorisant diverses dépenses. Tous horodatés, tous légitimes. J'ai regardé les messages. Ils provenaient du numéro de téléphone de papa, mais quelque chose dans le langage semblait faux. Papa n'a jamais texté comme ça, ai-je dit. Il appelait toujours pour les affaires. Les gens changent leurs habitudes, a dit Rebecca. Surtout quand ils ne pensent pas clairement. Tu veux dire quand ils sont drogués. Les mots ont flotté dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Le visage de Rebecca est devenu blanc et le sourire de Marc a complètement disparu. Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix de Marc était mortellement silencieuse. J'ai dit que vous le droguiez à l'insuline, que vous l'empoisonniez lentement pendant des mois jusqu'à ce que son système ne puisse plus le supporter. Rebecca s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Tu es folle. Tu fais une sorte de crise de nerfs. Le docteur Martinez a prescrit de l'insuline à un homme qui n'en avait pas besoin sur la base de dossiers médicaux falsifiés. 3 paiements de 5 000 $ chacun de ton compte personnel, Marc. Le visage de Marc était devenu complètement inexpressif. Quand il a parlé, sa voix était différente, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que vous avez tué mon père, et je sais que vous prévoyez de me tuer aussi. C'est alors que Marc a plongé la main dans sa veste et a sorti une arme à feu. La salle de conférence est devenue complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons. Marc tenait l'arme nonchalamment, comme si c'était un accessoire de travail normal. Eh bien, a-t-il dit, c'est regrettable. Rebecca a regardé son mari, choquée. Marc, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie tes dégâts, a-t-il répondu sans la quitter des yeux. Ta sœur en sait trop. Tu as apporté une arme à notre entreprise familiale? Je l'ai sur moi depuis des semaines, depuis que le docteur Martinez a commencé à poser trop de questions. La voix de Marc était factuelle, comme s'il discutait de la météo. Police d'assurance. J'ai gardé mes mains visibles et j'ai essayé de rester calme. Malois écoutait tout, mais la police ne pouvait pas intervenir sans me mettre davantage en danger. Rebecca, ai-je dit prudemment, tu dois réfléchir à ce qui se passe ici. Tais-toi, a claqué Marc. Rebecca, va verrouiller la porte d'entrée et éteins les lumières. Fais comme si nous étions fermés. Marc, on ne peut pas tirer sur ma sœur. On peut et on le fera, à moins que tu n'aies une meilleure idée pour gérer cette situation. Rebecca a regardé tour à tour entre nous et je pouvais l'avoir calculé. Elle avait déjà commis un meurtre. Qu'est-ce qu'un de plus?
Il doit y avoir un autre moyen, a-t-elle finalement dit. Comme quoi? Elle sait pour l'insuline. Elle sait pour le docteur Martinez. Et apparemment, elle enquête sur nous depuis assez longtemps pour trouver des registres financiers. Marc a fait un geste avec l'arme. Comment proposes-tu exactement de gérer ça? J'avais besoin de les faire parler jusqu'à l'arrivée des renforts. Rebecca, il va nous tuer tous les deux. Tu le sais, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule. Réfléchis. Je suis un problème parce que je sais ce que tu as fait. Mais tu es un problème aussi, parce que tu l'as aidé à le faire. La mâchoire de Marc s'est crispée. Rebecca, ignore-la. Elle essaie de te manipuler. Vraiment? Rebecca, que se passera-t-il après qu'il m'aura tiré dessus? Tu penses qu'il va te faire confiance pour garder ce secret pour toujours? Tu penses qu'il ne s'inquiétera pas que tu aies des crises de culpabilité ou que tu confesses pour sauver ton âme? Rebecca, pour l'amour de Dieu, va verrouiller cette porte. Mais Rebecca regardait son mari avec une compréhension croissante. Marc, tu ne ferais pas ça. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger notre avenir, a-t-il dit. Tout comme je l'ai fait avec ton père. Notre avenir? J'ai ri, surprise par ma propre audace. Rebecca, réveille-toi. Ils ne protègent pas votre avenir ensemble. Ils protègent son avenir. Point final. Marc a pointé l'arme vers moi. J'ai dit, tais-toi. Il a probablement une autre police d'assurance, tu sais, un autre plan pour quand tu deviendras gênante. Ça suffit. Le doigt de Marc s'est déplacé vers la gâchette. C'est alors que Rebecca a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Elle a attrapé le lourd presse-papier en verre de la table de conférence et a frappé son mari à la tête avec. Marc a titubé, l'arme vacillant dans sa main. J'ai plongé par-dessus la table et j'ai attrapé son poignet, essayant de contrôler l'arme. Rebecca l'a de nouveau frappé, cette fois assez fort pour le faire tomber au sol. L'arme a glissé sur la moquette et je l'ai repoussé du pied vers la porte. Marc gémissait, du sang coulant d'une entaille sur son front. Rebecca se tenait au-dessus de lui, tenant toujours le presse-papier, son visage un masque de rage et de trahison. « Tu as tué mon père » a-t-elle dit. « Tu l'as tué et tu allais tuer ma sœur, puis tu allais me tuer. » Rebecca. Marc a essayé de se relever. Elle l'a de nouveau frappé. C'est alors que la porte de la salle de conférence s'est ouverte en grand et que 3 officiers de police de Chicago se sont précipités à l'intérieur, suivis de Malois. « Les mains où on peut les voir » a crié l'officier principal. J'ai immédiatement levé les mains. Rebecca a laissé tomber le presse-papier et a fait de même. Marc était à peine conscient sur le sol. « Officier Johnson » ai-je dit au policier principal, « je suis Kimberly Walker. Cet homme vient de me menacer avec une arme. Et ces 2 personnes sont suspectées du meurtre de mon père. » Les heures suivantes furent un tourbillon de dépositions et de paperasse. Marc fut arrêté pour agression avec une arme mortelle et complot en vue de commettre un meurtre. Rebecca fut arrêtée pour son rôle dans la mort de papa. J'appris plus tard qu'elle avait fait des aveux complets en moins de 2 heures, espérant probablement une peine réduite en échange de sa coopération. L'arme que Marc portait était enregistrée à son nom, ce qui suggérait que ce n'était pas une décision de dernière minute. Il était prêt à me tuer depuis le début. Qu'est-ce qui a fait que Rebecca se retourne contre lui, ai-je demandé à Malois en quittant le poste de police. L'instinct de survie. Une fois qu'elle a réalisé qu'il prévoyait de l'éliminer aussi, le mariage a cessé d'être plus important que sa vie. Penses-tu qu'elle disait la vérité en affirmant qu'elle ne savait pas qu'il prévoyait de la tuer? Malois a haussé les épaules. Est-ce que ça a de l'importance? Elle a aidé à assassiner ton père. Qu'elle ait connu ou non les plans futurs de Marc ne change rien à cela. Il avait raison, bien sûr. La crise de conscience de dernière minute de Rebecca ne l'absolvait pas de la mort de papa, mais elle m'avait sauvé la vie. 6 mois plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience de Chicago, écoutant un procureur expliquer à 12 jurés exactement comment ma sœur et mon beau-frère avaient commis un meurtre. Le procès avait été reporté 2 fois pendant que les 2 parties préparaient leur dossier, ce qui m'a donné le temps de reconstruire un semblant de vie normale. J'avais déménagé dans un autre appartement, commencé à voir un thérapeute et essayé de digérer le fait que toute la structure de ma famille était bâtie sur des mensonges. Rebecca avait plaidé coupable d'homicide involontaire en échange de son témoignage contre Marc, qui faisait face à des accusations de meurtre au premier degré, de complot et de tentative de meurtre.
Son avocat avait soutenu qu'elle avait été manipulée par un mari violent, mais les preuves financières suggéraient qu'elle avait été une participante consentante dans les phases de planification. La stratégie de défense de Mark était de tout rejeter sur Rebecca, affirmant qu'il avait été un mari innocent qui avait découvert les crimes de sa femme trop tard pour les arrêter. Aucune des deux histoires n'était entièrement vraie, mais c'est à cela que servent les procès, à trier des récits contradictoires pour trouver quelque chose qui ressemble à la justice. J'étais le témoin clé de l'accusation, la personne qui avait surpris la conversation qui a déclenché l'enquête. Pendant 3 heures, je me suis assise à la barre des témoins et j'ai raconté chaque détail de cette horrible journée aux funérailles de papa. Madame Walker, a demandé le procureur, lorsque vous avez entendu les accusés discuter de la mort de votre père, quelle a été votre réaction immédiate? J'ai réalisé qu'il l'avait assassiné, ai-je dit, et j'ai réalisé que j'étais probablement la suivante. L'avocat de Mark a objecté, affirmant que mon témoignage était de la spéculation plutôt qu'un fait, mais les preuves médicales ont étayé tout ce que j'avais entendu. La directrice du cabinet du docteur Martinez a témoigné sur les dossiers médicaux falsifiés et les paiements que Mark avait effectués pour les ordonnances d'insuline. Un expert comptable judiciaire a expliqué comment ils avaient volé l'entreprise pour financer leurs améliorations de style de vie. Le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de papa a témoigné sur des niveaux élevés d'insuline compatibles avec une surdose intentionnelle. Le plus accablant de tous était l'enregistrement que Malois avait fait de notre confrontation finale. Le jury a entendu Mark me menacer avec une arme et avouer essentiellement le meurtre de papa. Le témoignage de Rebecca a été dévastateur pour la défense de son mari. Elle a expliqué comment Mark l'avait progressivement convaincu que papa devenait incompétent et qu'il devait prendre le contrôle de l'entreprise avant qu'il ne ruine tout. Au début, nous allions juste attendre qu'il prenne sa retraite, a-t-elle dit à la barre des témoins. Mais Mark a dit que nous ne pouvions pas nous permettre d'attendre. Il a dit que papa prenait de terribles décisions commerciales qui nous ruineraient tous. Quand le plan est-il passé de l'attente à nuire activement à votre père, a demandé le procureur. Mark a commencé à parler de la facilité avec laquelle il serait possible d'ajuster les médicaments de papa. Il a dit que cela ne ferait qu'accélérer la progression naturelle de son diabète, le rendrait incompétent plus rapidement pour que nous puissions prendre le contrôle légalement. Et vous avez accepté cela. La voix de Rebecca s'est brisée. Je pensais que nous allions juste le rendre assez confus pour qu'il accepte de prendre sa retraite. Je ne savais pas que Mark prévoyait de le tuer. Cette partie était probablement vraie. Rebecca était égoïste et avide, mais je ne pense pas qu'elle ait eu l'intention de devenir une meurtrière. Mark, en revanche, avait tout planifié méthodiquement. Le jury a délibéré pendant 2 jours avant de rendre son verdict. Mark Thompson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre et de fraude financière. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Rebecca Walker Thompson a été condamnée à 15 ans pour homicide involontaire et complot. Alors que le juge lisait les peines, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, mais de la tristesse. Ces gens avaient été ma famille. Imparfaite et dysfonctionnelle, mais toujours ma famille. Maintenant, c'étaient des criminels qui allaient passer les meilleures années de leur vie en prison. Mais papa était toujours mort et rien n'allait changer cela. Après le procès, j'ai hérité entièrement de Walker Real Estate. L'entreprise qui m'avait été lentement volée était maintenant entièrement à moi, pour en faire ce que je voulais. Je l'ai vendue en 1 mois. L'argent de la vente, combiné à l'assurance vie et aux biens personnels de papa, m'a laissé financièrement en sécurité pour la première fois de ma vie d'adulte. J'aurais pu rester dans l'Illinois, recommencer avec une nouvelle entreprise, essayer de renouer des liens avec la communauté où j'avais grandi. Au lieu de cela, j'ai déménagé au Colorado. Denver semblait le bon choix, assez loin de l'Illinois pour échapper au rappel constant de ce qui s'était passé, mais pas si loin que je me sente complètement déconnecté de tout ce qui était familier. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer une petite entreprise de conseil, aidant les entreprises familiales à gérer la planification de la succession et la résolution des conflits. C'était ironique, compte tenu de l'échec spectaculaire de ma propre famille. Mais j'avais beaucoup appris sur ce qu'il ne fallait pas faire. La thérapie a aidé. Le docteur Sandra Martinez, sans lien de parenté avec le médecin assassiné, était spécialisée dans les traumatismes et la trahison familiale. Elle m'a aidé à comprendre que le deuil de la perte de ma structure familiale était tout aussi légitime que le deuil de la mort de papa. Vous n'avez pas seulement perdu votre père, a-t-elle expliqué lors d'une séance.
vous avez perdu toute votre compréhension de qui étaient ces personnes et de ce que signifiaient vos relations. C'était exactement ça. Je n'avais pas seulement découvert que Rebecca et Mark étaient des meurtriers. J'avais découvert que chaque interaction familiale que j'avais eue pendant des mois était basée sur des mensonges. Chaque conversation, chaque repas partagé, chaque expression d'inquiétude avait fait partie d'une performance élaborée pendant qu'ils planifiaient ma mort. Apprendre à faire de nouveau confiance à mon propre jugement a pris du temps. Mais lentement, prudemment, j'ai commencé à construire une nouvelle vie qui ne tournait pas autour des obligations familiales ou de la peur de la trahison. 5 ans après le procès, j'ai reçu une lettre de Rebecca. Elle purgeait sa peine au centre correctionnel de Logan, dans le centre de l'Illinois, et apparemment, elle avait réfléchi à notre relation. La lettre était 5 pages d'excuses manuscrites, d'explications et de demandes de pardon. Je sais que tu n'as aucune raison de me croire, écrivait-elle, mais je n'ai jamais eu l'intention que les choses aillent aussi loin. Mark m'a convaincu que papa allait détruire tout ce pour quoi notre famille avait travaillé, et j'ai laissé ma peur l'emporter sur ma boussole morale. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle avait elle-même suivi une thérapie, travaillant sur des problèmes d'estime de soi et de contrôle qui l'avaient rendue vulnérable à la manipulation de Mark. Elle prétendait avoir trouvé Dieu en prison et être sincèrement repentante de ses actes. Je sais que je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait à notre père ou la douleur que je t'ai causée, poursuivait la lettre. Mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Pas pour moi, mais pour toi. J'ai lu la lettre 3 fois avant de décider quoi en faire. Puis je l'ai jetée. Non pas parce que je ne pouvais pas pardonner à Rebecca. C'était un processus que je travaillais encore avec l'aide du docteur Martinez. Mais parce que le pardon ne nécessitait pas de maintenir une relation avec quelqu'un qui s'était révélé capable de meurtre. Rebecca avait fait ses choix. Papa était toujours mort à cause de ses choix. Et j'avais passé 5 ans à apprendre à vivre avec les conséquences. Rien dans sa lettre ne changeait ces faits fondamentaux. Certaines relations ne peuvent pas être réparées, peu importe la thérapie et le temps investi. Mark ne m'a jamais écrit, ce qui était probablement sage. Ses appels avaient été infructueux et il s'installait dans une peine à perpétuité avec le genre de résignation qui suggérait qu'il comprenait enfin l'ampleur de ses crimes. Je suis resté en contact avec Malois, qui était devenu une sorte d'ami à travers notre expérience partagée de l'enquête. Il m'a dit que Mark avait été placé en détention préventive après avoir reçu des menaces d'autres détenus qui n'appréciaient pas ses crimes contre la famille. La justice de la prison, a dit Malois avec une sombre satisfaction. Même les criminels ont des normes sur certaines choses. La famille du docteur Martinez avait intenté un procès pour mort injustifié contre Rebecca et Mark, qu'ils avaient gagné par défaut puisque les deux accusés étaient incarcérés et n'avaient aucun bien pour payer des dommages et intérêts. C'était une justice symbolique, mais parfois les symboles comptent. Au 5e anniversaire de la mort de papa, je suis retourné dans l'Illinois pour visiter sa tombe. La pierre tombale était en granit simple avec son nom, ses dates et une inscription que j'avais choisie, père bien-aimé et homme d'affaires honnête. J'ai apporté des roses jaunes puisque Rebecca avait prétendu que c'était ses préférés. Je n'étais toujours pas sûr si c'était vrai, mais cela semblait un geste approprié de toute façon. J'espère que tu serais fier de la tournure des événements, ai-je dit à la pierre tombale. La justice a pris du temps, mais elle est finalement arrivée. Debout dans ce cimetière, j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé au cours des 5 années écoulées depuis les funérailles de papa. Je n'avais plus peur. Ni d'être seul, ni de prendre des décisions sans l'approbation de la famille, ni de faire confiance à mon propre jugement quand quelque chose semblait faux. Rebecca et Mark avaient pris mon père et mon sentiment de sécurité, mais ils n'avaient pas brisé mon esprit. Au contraire, ils m'avaient forcé à découvrir une force que je ne savais pas que je possédais. L'entreprise de conseil se développait régulièrement, et j'avais récemment embauché 2 employés pour aider avec l'augmentation de la charge de travail. Ma spécialité était la médiation d'entreprises familiales, aidant à résoudre les conflits avant qu'ils n'atteignent le niveau de la violence ou du comportement criminel. Je sortais aussi avec quelqu'un. David était un expert comptable judiciaire que j'avais rencontré par le travail. Quelqu'un qui comprenait les dynamiques familiales compliquées et l'importance d'une documentation claire dans les relations d'affaires. Il connaissait mon histoire et admirait la façon dont j'avais géré une situation impossible. Tu as survécu à quelque chose qui aurait détruit la plupart des gens, m'a-t-il dit au début de notre relation. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est inspirant. Il y a 5 ans, j'étais une agente immobilière en difficulté, éclipsée par sa sœur à succès et négligée par sa famille. Aujourd'hui, j'étais une chef d'entreprise,
une survivante et une femme qui avait appris à valoriser son propre jugement plutôt que l'approbation des autres. La transformation n'avait pas été facile, mais elle avait été nécessaire. En quittant le cimetière ce jour-là, je me suis fait une promesse. Je n'ignorerai plus jamais mes instincts sur le comportement des gens, je ne sacrifierai plus jamais ma sécurité pour le confort de quelqu'un d'autre, et je n'accepterai plus jamais d'être traitée comme moins importante que les autres membres de la famille. Rebecca et Mark m'avaient appris une leçon précieuse sur la différence entre l'obligation familiale et l'autopréservation. Parfois, les personnes qui prétendent vous aimer sont celles dont vous avez le plus besoin de vous protéger. Mais ils m'avaient aussi appris autre chose. Que la survie ne consiste pas seulement à rester en vie. Il s'agit de construire une vie qui vaut la peine d'être vécue après avoir échappé aux personnes qui essaient de vous détruire. Debout sous le soleil du Colorado devant ma nouvelle maison ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un bonheur authentique. Pas l'espoir désespéré de l'approbation familiale auquel je m'étais accroché pendant des décennies, mais un contentement réel avec la vie que j'avais construite pour moi-même. Papa aurait été fier de ça aussi. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de l'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de surmonter la trahison familiale et de trouver la force dans des situations impossibles. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et l'autopréservation? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre courage pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui fait face à une situation similaire. Rappelez-vous, vous méritez mieux que des gens qui vous voient comme jetables, même si ces gens sont de la famille. Faites confiance à vos instincts, protégez-vous et ne vous excusez jamais d'avoir choisi de survivre.